Tout de suite, le JT. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver ce soir pour cette édition d'information. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un invité du journal. Il s'agit de M. Ibrahim Koulamala, président du mouvement socialiste africain rénové MSAF. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir. Actualité oblige, avec vous, nous allons échanger, Monsieur le Président, sur le conflit intercommunautaire. Il n'y a pas de problème. Quels sont vos soucis par rapport au conflit? Voilà, nous allons donc répondre à tout cela en seconde partie de cette édition d'information. Merci, Président. Il n'y a pas de problème. Voilà, voyons d'abord ce qui fait l'essentiel de l'actualité. Les candidats au baccalauréat session de juin 2025 ont été fixés sur leur sort depuis hier. Ceux de candidats admis d'office sont en train de jubiler, tandis que les admissibles, eux, reprennent la révision pour affronter le deuxième tour fixé pour le 1er juillet prochain. Et les ajournés n'ont que les yeux pour pleurer. Voici à ce sujet le commentaire de la rédaction signé Nadim Narcisse Mbaïneti. Les résultats du premier tour de l'examen du baccalauréat ont été rendus publics ce 25 juin 2025 sur un total de 104 440 candidats, toutes séries confondues, qui se sont inscrits pour cette session. 23 374 ont été déclarés admis d'office et 26 854 admissibles. Tout est mis en œuvre pour que cette session soit un franc succès. Beaucoup de candidats ont accueilli ces résultats avec un mélange d'euphorie, sinon d'enthousiasme débordant et de tristesse après des mois de labeur. Il faut rappeler que les taux de réussite varient selon les séries et les centres d'examen. Certains ont enregistré des taux les plus élevés et d'autres ont connu une chute libre. Quant aux candidats admissibles, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils doivent entamer rapidement la révision à tête reposée et être moins stressés parce que, avec la pression, ils peuvent être sous le choc et éventuellement passer encore à côté de la plaque. Le président du jury a félicité les nouveaux bacheliers, a encouragé les admissibles et conseiller les ajournés de redoubler d'efforts les années à venir pour se rattraper. Donc, ceux qui ont tiré leur épingle du jeu ont déjà des projets pleins dans la tête pour des études supérieures. Le baccalauréat est le premier diplôme universitaire qui ouvre la porte d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur tels que les universités et les écoles professionnelles. Ces résultats reflètent bel et bien le niveau des apprenants. Beaucoup de candidats n'apprennent pas leurs cours au détriment des téléphones Android. Certains n'accordent aucune importance aux cours que dispensent les enseignants. Autre couac et non de moindre qu'il faut relever, l'insuffisance des enseignants des disciplines scientifiques. Certains établissements, durant toute l'année scolaire, n'ont pas accueilli un enseignant d'une discipline scientifique comme les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre ou bien les sciences physiques. Parfois, les élèves de classe de terminale scientifique se débrouillent comme ils le peuvent. Ce sont des associations de parents d'élèves qui remuent terre et ciel pour combler ces déficits. Il faut mettre cela sur le compte de la création à l'appel des lycées dans les bourgades féeriques à dessein électoraliste. Il serait judicieux de regrouper les lycées dans les chefs-lieux des départements afin de mieux déployer ces enseignants des disciplines scientifiques de manière rationnelle. Il faut aussi relever pour le déplorer que ces dernières années, la plupart des meilleurs enseignants sont admis à faire valoir leur droit à la retraite, mais l'État ne comble pas assez vite. Il aurait dû procéder au recrutement des professionnels de l'éducation par ce qu'on appelle le remplacement numérique afin de résoudre cette sempiternelle question d'insuffisance d'enseignants qualifiés. Il ne faut pas aussi occulter la défaillance de certains enseignants. Ceux-ci ont des difficultés à transmettre le savoir-faire et le savoir-être. Beaucoup ne sont pas venus dans le métier par vocation, mais ils sont venus juste pour gagner leur vie. Pour corriger leurs lacunes, le gouvernement doit mettre des moyens conséquents à la disposition des conseillers pédagogiques inspecteurs du secondaire pour leur permettre d'organiser des recyclages à leur intention. Si toutes ces difficultés sont résolues, l'école tchadienne retrouvera certainement ses lettres de noblesse d'antan. Il faut aussi réviser la loi 016 portant orientation du système éducatif tchadien. Cette loi est venue donner un coup de grâce à l'école tchadienne déjà en putréfaction. Nous espérons que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Le Tchad traverse une période marquée par une montée vertigineuse de l'insécurité. Les conflits intercommunautaires, notamment entre éleveurs et agriculteurs, plongent malheureusement le Tchad profond dans le chaos. Ces violences aux conséquences humaines et économiques dramatiques soulèvent une série de questionnements sur la capacité de l'État à restaurer la paix et à préserver l'unité nationale. Éclairage avec Alphonsine Madjibé. Au fil des mois, les affrontements sanglants se sont multipliés dans plusieurs provinces du Tchad, ébranlant profondément le tissu social et menaçant les fondements même de la paix civile. D'avril à juin 2025, près de 70 morts ont été recensés. Mandakao a été endeuillé par environ 35 décès en mai, tandis que les récentes tragédies de Moulou ont fait 16 morts et 14 blessés. Et Mouré-Goumel, dans le Mayo-Kébu Ouest, a fait également 18 morts, confirmant l'ampleur du drame. Ces conflits d'apparence communautaire masquent souvent les enjeux plus profonds, la prolifération des armes, la faiblesse des autorités administratives et une instabilité politique chronique. Malgré les efforts déployés par l'État, les missions sécuritaires au budget colossaux peinent à juguler l'hémorragie. Face à cette situation, ce sont les populations qui payent un lourd tribut puisqu'elles se sentent abandonnées à elles-mêmes, vivant dans la peur et la méfiance. Tandis que la méfiance entre communautés s'aggrave du jour au lendemain. Le chef de l'État, lors d'une réunion d'urgence, a reconnu l'incapacité de certains responsables administratifs et sécuritaires à maîtriser la situation. Il a menacé des sanctions, promettant de confier les rênes de la sécurité à des hommes et des femmes capables de rétablir l'ordre. À l'heure où la saison des pluies s'installe et que débute la campagne agricole, cette insécurité persistante risque de compromettre la production vivrière et par ricochet d'accentuer la crise économique et alimentaire qui couve. Face à cette situation alarmante, l'heure n'est plus au discours. Il faut des actions concrètes, courageuses et impartiales pour restaurer la paix qui est chèrement acquise, protéger les citoyens et préserver l'avenir du pays. Tout autre chose à présent, 8 individus dont 6 femmes ont été présentés à la presse ce matin à la direction générale de la police nationale au commissariat numéro 1 de Gardolé à leur actif trafic de stupéfiants, détention illégale d'armes à feu, vente d'alcool frélaté, de produits contrefaits, de bonbons de gaz et de téléphones portables. Filbert Roumana pour le reportage. Les 8 présumés, 2 hommes et 6 femmes, ont été interpellés après une série d'enquêtes minutieuses et de recoupements d'informations. À la clé de cette interpellation, une série de produits de nuisance, parmi lesquels des drogues, des boissons alcoolisées frelatées, des produits de consommation contrefaits, quelques bonbons de gaz butane et téléphones portables. Plus préoccupant encore, 2 armes à feu ont été retrouvées en possession des 6 femmes, soulignant une détention illégale d'armes à feu. Le véhicule utilisé pour leur déplacement, propriété d'un complice présumé, a également été saisi. Ce dernier, déjà identifié, sera poursuivi pour complicité active dans cette chaîne criminelle bien huilée. Interrogés par les enquêteurs, les mises en cause ont reconnu les faits. Une activité à la fois lucrative et dangereuse qui menace la cohésion sociale et la sécurité publique. Dans son intervention, le porte-parole de la police nationale, le contrôleur Paul Manga, a salué la vigilance des forces de sécurité intérieure ainsi que la collaboration de la population. Grâce à la synergie de ces forces de sécurité intérieure, le réseau a été démantelé et les contrevenants ont été arrêtés. Ces femmes ont été interpellées en possession de la drogue et des armes. Elles ont dissimulé des armes au moment de leur arrestation. C'est un phénomène qui est presque nouveau chez nous, du fait que chez nous, dans le cas des trafics, surtout ce sont des hommes. Et cette fois-ci, ce sont les femmes qui se lancent dans cette activité illicite. Il y a lieu de demander à nos sœurs de ne pas se laisser tenter par le gain facile. Sinon, elles finiront dans des circonstances vraiment désastreuses. Je le dis bien, car les personnes qui font le trafic des substances psychotropes et qui détiennent illégalement des armes seront mises à la disposition de la justice. Et ces personnes répondront, n'est-ce pas, de leurs actes conformément aux lois et règlements en vigueur. Cette opération illustre une nouvelle fois l'engagement sans faille des autorités dans la lutte contre les trafics illicites.
20 journalistes ont été outillés sur le traitement de l'information axée sur la protection des droits de l'enfant. C'était une initiative de l'association humanitaire Dakuna Espoir. Nos journalistes reporters ayant participé à ces assises nous donnent plus de détails. Frida Ketem Allo et Madjilem Alphonsine. Dans l'intérêt de doter les journalistes de la ville d'Injamena en technique de traitement de l'information spécialisée en matière de la protection des droits de l'enfant, que cette initiative a été organisée. En effet, les médias jouent un rôle crucial dans la transformation et la construction en tant que porte-parole de la société. Les journalistes ont le pouvoir d'éveil de conscience, car ils sont les acteurs clés de la protection de l'enfant. Cette initiative entre dans le cadre du projet Intégration des enfants en situation d'exclusion et la promotion de leurs droits à la non-violence, NPN, visant à intégrer 5000 enfants de la rue au sein de leur famille. Le président fondateur d'Akuna Espoir nous rappelle les objectifs de ce projet. Et donc, dans ce projet, consiste à intégrer 500 enfants dans leur famille. Et comme vous le savez, ça fait plus de 10 ans que nous travaillons avec les enfants en situation de rue. Et c'est ainsi que nous avons pu vraiment lancer, bénéficier de cet appel à projet pour pouvoir encore continuer davantage à améliorer la condition de vie de ces enfants. Cet atelier de 2 jours a été un moment d'échange entre les professionnels de l'information et les acteurs de la défense et de la protection de l'enfant. Au cours de ces échanges, les participants ont été érudits sur la notion de la protection de l'enfant, qui, selon les textes juridiques, est la réponse apportée contre les abus, les négligences, l'exploitation et la violence auxquelles les enfants sont victimes. Il promet d'en faire un bon usage une fois dans leur rédaction. La question de protection de l'enfant, c'est une question vraiment primordiale et cruciale. Et c'est un phénomène qui doit concerner tout le monde. Et si aujourd'hui, le centre d'Akuna a initié ce genre de formation pour renforcer la capacité des journalistes, c'est une bonne chose. Et je pense que à la sortie de cette formation, les uns ou les autres vont connaître déjà désormais c'est quoi la protection de l'enfant, c'est quoi les droits des enfants et voilà. Cette formation, elle était très bénéfique à l'endroit de tous les journalistes. On a appris qu'est-ce que d'abord la protection de l'enfant et ça va nous permettre maintenant d'agir en faveur des enfants parce qu'ils sont des êtres vulnérables. Dakuna Espoir est une organisation qui apporte le sourire aux enfants de la rue depuis 2016 en utilisant la danse comme un moyen d'expression et d'attraction. Depuis sa création, elle a réussi à insérer plus de 686 enfants dans leur famille avec un slogan « La rue n'a jamais enfanté, on vient tous d'une famille ». La participation et l'implication des journalistes dans ce projet constituent une étape essentielle pour l'atteinte des objectifs du projet, car la protection de l'enfant est une affaire de tous. Restez toujours avec nous pour la suite de cette édition d'information. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, a mis en œuvre le projet intégré pour la lutte contre les inondations et la résilience urbaine. C'était ce matin au centre Al-Mouna, ici même à N'Djamena. Le but de ce projet est de faire comprendre le rôle, les responsabilités et surtout l'importance du comité de gestion des plaintes. H. Ahmad Hamad, maire de la commune du 2e arrondissement de la ville de N'Djamena, qui a ouvert les assises. Roseline Ndjekourboua. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet intégré pour la lutte contre les inondations et la résilience urbaine, pour la mise en place du comité de gestion des plaintes dans chacun des 10 quartiers et 10 arrondissements de la ville d'N'Djamena. Cet atelier a vu la présence des chefs de carré, les représentants des différentes communes, les représentants des points focaux et les juges de paix. Le maire de la commune du 2e arrondissement a touché du doigt l'importance de gestion des inondations, surtout en cette période. En N'Djamena, les inondations ne sont pas seulement des l'eau qui monte, ce sont des familles déplacées, des infrastructures endommagées, des plaintes qui s'accumulent au quartier et inaccessibles. Où sont les vivres? Pourquoi ma maison n'était pas secouée? Votre mission fait de chaque plainte une action concrète dans les choix des autres. Ces 3 jours, vous apprenez à centraliser efficacement les plaintes, tirer et prioriser selon l'urgence, répondre
avec empathie et transparence pour restaurer la confiance entre populations. Prévu pour des jours, c'est-à-dire du 26 au 27 juin, cet atelier compte doter les membres des 10 comités de gestion des plaintes de connaissances et les compétences nécessaires pour gérer efficacement les plaintes des citoyens et promouvoir les bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au travail dans les 10 arrondissements. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la torture et c'est sous le thème « Soutenir les victimes de la torture et lutter contre la torture » que se déroulent les activités de cette année. Cette journée vise à soutenir effectivement les victimes de la torture et à mobiliser les efforts pour éradiquer cette pratique inhumaine. Suivez le commentaire de Laringam Solage avec le récit de Joséphine Kolibali. Cette journée de lutte contre la torture que le monde célèbre tous les 26 juin de chaque année est initiée par les Nations Unies. Elle a pour but de sensibiliser le public aux conséquences de la torture et d'encourager les États à respecter leur engagement en matière de droits de l'homme. Pour cette année, le thème retenu est soutenir les victimes de la torture et lutter contre la torture. La Convention des Nations Unies contre la torture entre en vigueur le 26 juin 1987 est un instrument juridique majeur dans la lutte contre la torture. De nombreuses organisations à travers le monde y participent en organisant des veillées et des campagnes de sensibilisation. La torture est un crime au regard du droit international. Selon tous les instruments pertinents, elle est absolument interdite et ne peut être justifiée en aucune circonstance. Cette règle fait partie du droit international largement accepté et implique que chaque pays doit s'y conformer, même s'il n'a pas signé de traité spécifique interdisant la torture. De plus, la pratique systématique ou généralisée de la torture constitue un crime contre l'humanité. Cette journée fait appel à toutes les parties prenantes, y compris les États membres de l'ONU, la société civile et les individus à travers le monde pour s'unir et soutenir les centaines de milliers de personnes qui ont été ou sont encore victimes de torture. Parlons un peu de la parole de Dieu. L'aéroport international Sandjamous de N'Djamena a accueilli le dernier convoi de pèlerins tchadiens en provenance des lieux saints. Arrivés ce jeudi à N'Djamena, ils sont 295 fidèles musulmans au total qui ont regagné le pays, marquant ainsi la fin officielle du processus de retour du Hajj 2025. Romle Lumsengar, Ngarmatine. Organisé par l'organe de régulation et de gestion du pèlerinage, ORGEP, et dirigé par le président du dit organe, Idriss Dokoni Adjiker, et ayant passé plusieurs semaines en Terre Sainte, les fidèles musulmans rentrent au Bercail, le cœur apaisé et à la fois renouvelé. Ce dernier atterrissage du vol ayant à son bord 295 pèlerins clôturant l'ensemble des rotations aériennes organisées pour ramener les pèlerins tchadiens qui sont allés accomplir le 5e pilier de l'islam. Réunis aussitôt dans le hall de l'aéroport Hassan Djamous pour une dernière prière et partage avant de prendre chacun le chemin de chez soi, les responsables du Hajj 2025 se sont félicités du bon déroulement de cette phase de retour, soulignant la coordination efficace entre les autorités saoudiennes et celles tchadiennes. Le président de l'organe de régulation de la gestion du pèlerinage a signalé dans son allocution lors de la cérémonie de clôture qu'au total, 6500 pèlerins ont effectué ce voyage sur Terre Sainte de Makkah. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas au rendez-vous. Car au cours de cette pratique religieuse, le Tchad en a dénombré 3 décès d'entre eux et quelques blessés. Tout compte fait, le président de l'ORGEP, M. Idriss Dokoni Adjiker, a salué le succès global de la mission. Il remercie également les plus hautes autorités pour leur confiance ainsi que les différentes commissions, sous-commissions, compagnies aériennes et le régulateur du secteur pour les contributions à cette réussite. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils posaient le pied à la Mecque et, malgré l'enthousiasme initial, tous s'accordent à dire que le Hajj est loin d'être un simple voyage. Par contre, cette réalité vécue sur le terrain a bouleversé plus d'un.
l'un a scruté de près. Certains affirment avoir trouvé une nouvelle perspective de leur foi, une meilleure compréhension du sens du sacrifice et de l'endurance. Malgré les difficultés rencontrées inévitablement dans cette opération de telle ampleur, les pèlerins n'ont pas aussi caché leur satisfaction et saluent la qualité de l'organisation. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur gratitude envers l'équipe organisatrice et appellent à la continuité de cette dynamique. Le message des pèlerins est clair. Préserver cette équipe, consolider les acquis et continuer à œuvrer pour un Hajj toujours plus accessible, organisé, tourné vers l'essentiel qui est la spiritualité. En considérant tous ces aspects, les pèlerins affirment que le bilan de cette année est incontestablement satisfaisant, auréolé d'une innovation notable. Faisons un détour très rapidement à l'étranger avant de retrouver notre invité du journal de ce soir. En RCA voisine, l'explosion d'un transformateur électrique au lycée Barthélemy Boganda de Bangui a provoqué une bousculade mercredi, causant ainsi au moins 10 morts et plusieurs blessés. Le récit de Larissa Ngakoutou. Après les premiers témoignages, c'est un transformateur électrique derrière l'un des bâtiments scolaires du lycée Barthélemy Boganda qui a explosé après un travail de maintenance fait par des techniciens d'une société d'énergie centrafricaine. Alors qu'environ 5300 candidats composaient le baccalauréat dans ce lycée, le bilan provisoire fait état d'au moins 10 morts et des dizaines de blessés. Plusieurs témoignages racontent que certains élèves ont sauté du premier étage pour se sauver, mais sont tombés. Les uns sont morts et d'autres fracturés. Il faut rappeler qu'en 2013, un incident avait aussi endeuillé de nombreuses familles lors de la composition du baccalauréat dans ce même lycée. Après la descente des autorités sur les lieux de drame, le ministre de l'Éducation nationale au relais Simplice Zenga a fait un point et demande que les épreuves du baccalauréat qui devaient s'achever ce samedi soient temporairement suspendues dans ce centre de Bangui. Voilà, comme annoncé au début de cette édition d'information, je reçois pour vous, mesdames, messieurs, ce soir, un invité du journal. Il s'agit du président Ibrahima Koulamala, président du mouvement socialiste africain renouvelé MSAR. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc notre invité du journal de ce soir. Vous avez suivi l'actualité avec nous et dans le déroulement du journal, nous avons parlé également des conflits intercommunautaires. Ces conflits qui endeuillent le peuple tchadien. En tant que fils de ce pays, en tant que cadre politique, quel est votre commentaire? Bon, moi je pense qu'il y a un manquement par rapport au gouvernant. Parce qu'un conflit, ça existe toujours, mais il fallait des médiateurs, il fallait des gens qui puissent quand même s'interférer pour résoudre le problème. Mais la reconnaissance de ces conflits, ça fait vraiment dommage. Et que les acteurs politiques, quel est leur rôle? Normalement, c'est ceux-là qui doivent être quand même le collaborateur du gouvernement, que le gouvernement fait fi de leur présence. Donc c'est une très mauvaise chose, parce que ici, quand on voit notre chef d'État recevoir un chef de parti ailleurs, en France ou ailleurs, alors qu'ici, ils sont réduits à des sales besognes, c'est-à-dire ils n'ont aucune valeur. Comment voulez-vous que quand on ne se valorise pas, ces gens ne peuvent pas apporter leur soutien? Donc moi je pense qu'il fallait impliquer les chefs de partis politiques, que la situation du pays leur concerne. Ils ne sont pas, les gens peuvent être des concurrents, mais ils ne sont pas des ennemis. Si le pays s'enflamme, c'est un peu, ça touche tout le monde. Et je crois que le gouvernement a mis une structure. Cette structure devait quand même anticiper sur les actions. Et en anticipant, nous avons un médiateur. Oui. Et ce médiateur n'avait pas le même rôle. Avant, le médiateur ramenait les rebelles et tout ça. Maintenant, il n'a pas d'autre rôle. Dès qu'il y a un problème, il devait, même pas le président, même pas les autres, c'est aussi son rôle d'avoir des informations par rapport à ça. Et s'il y a un brandy d'incendie, il doit débarquer. C'est pas maintenant, je l'ai vu en train de parler de l'environnement. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est qu'il faut éviter
qu'il y ait des problèmes. Et là, il doit associer, même si le gouvernement n'appelle pas les autres comme il les considère comme les ennemis, mais lui aussi, pour la paix, il faut qu'il associe les gens. Donc moi je crois qu'il y a un manquement de part et d'autre. Donc les acteurs politiques ne sont pas associés, ils sont considérés comme des ennemis, alors que cela, c'est pas comme ça que les gens ont géré avant. Donc il fallait que ces acteurs doivent être associés, doivent être informés d'une situation qui les concerne. Mais malheureusement, non. Nous, les acteurs politiques aujourd'hui, ils sont presque, je ne sais même pas comment les qualifier. Alors, monsieur Ibrahima Koulamala, vous êtes président d'une formation politique. Aujourd'hui, dans ce que vous dites, déjà vous situez les responsabilités, notamment la responsabilité de l'État, du gouvernement. Vous parlez également de la responsabilité, sinon du rôle que doit jouer le médiateur de la République. Oui, bien sûr. Mais je me base sur vous. Vous, en tant qu'acteur politique, est-ce que vous avez également mené des actions concrètes et est-ce que vous avez mené également des démarches auprès du gouvernement et finalement vous n'avez pas été écouté? C'est-à-dire le gouvernement n'a pas l'oreille pour écouter. C'est-à-dire nous, en tant qu'acteurs politiques, ça fait 30 ans d'exercice. Aujourd'hui, si vous voulez rencontrer un responsable politique, laissez le chef d'État s'il est trop occupé. À partir du Premier ministre, c'est lui qui doit avoir l'oreille et les médiateurs et tout ça, machin, aller vers ses collègues. Nous ne sommes pas quand même des ouvriers, nous sommes quand même des acteurs politiques. Si on est autorisé à exercer, ça veut dire que nous sommes des gens qui ont une certaine valeur, que le pays nous regarde, nous avons aussi à gérer la République après. Donc on n'avait pas le... Mais seulement, malheureusement, personne n'associe personne. Vous me posez la question, sur quelle initiative? Il fallait avoir des informations, il fallait échanger. Il faut que le gouvernement se soucie qu'il y a un problème et qu'il associe les acteurs politiques qui sont censés aussi demain gouverner. Ils doivent pas se taire dans leur intérieur. Monsieur Ibrahim, vous êtes de l'ancienne génération. Quelle était la situation à votre époque? Est-ce que c'est la même situation que nous pouvons vivre? Non, mais maintenant les gens ils disent que c'est la jeunesse. Et vous connaissez bien la fougue de la jeunesse. C'est-à-dire que les autres ne sont rien. Ou bien il faut se réduire. À cet âge, tu ne peux pas te réduire à la mendicité, tu ne peux pas te réduire à la gouillatitude pour exister. Il faut être valorisé. Ailleurs, dans le passé, il y a un groupe de sages auquel on peut consulter en apartheid. Et s'il y a une information qu'ils peuvent aider le gouvernement, pourquoi pas. Mais seulement, ce que nous voyons, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a un machin qui s'enflamme, d'autres qui crient, faites ça, tuez ça, machin. Ce n'est pas la raison. Une violence, ça s'éteint par le dialogue. Mais maintenant, je crois que le chef de l'État a beaucoup de problèmes. Parce qu'on ne l'aide pas. Si on l'aidait, je te dis que ça doit être le rôle du médiateur. S'il devait penser qu'il y a un problème, il a les possibilités de toucher les acteurs politiques. Chacun se cantonne et il voit les autres en ennemi. Comment, si le pays s'embrasse, c'est tous les Tchadiens qui doivent être conservés. Dans l'ancien temps, je crois qu'il y avait beaucoup de sagesse, on a parlé, tout ça, mais maintenant ils sont en train de diaboliser. Mais comme les gens veulent diaboliser les gens, chacun se maintient, il attend. Et c'est dommage. Oui. Les deux communautés, notamment les éleveurs et les agriculteurs, M. Ibrahima Koulamala, dans l'ancienne époque, ces deux communautés vivent ensemble et en harmonie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui peut vraiment expliquer ça? Non, mais je crois que tu sais, dans cette histoire, les gens ils se trouvent dans les désordres. C'est tissé par ceux qui gèrent, ceux qui gouvernent. Par exemple, vous prenez le gouverneur et ceux-ci. Ceux-là sont le régulateur de la République. Ils sont là à être sensibles et voir le problème avant que ça n'arrive. Quand vous entendez que les gens disent « Bon, nous avons informé le sous-préfet, nous avons informé machin », et ils ne portaient pas l'information rapide. Et quand c'est tard, ceux qui lancent comme déclaration, ce sont des déclarations incendiaires. Hein? Mais un être humain, dès que tu le méprises, il s'en fout. C'est ça qui fait. Il fallait un peu de la considération. Il y a les sages, il y a ceci, il y a cela. Il faut considérer l'autre et chercher les raisons pourquoi il réagit. Mais dire que celui-là a tort, c'est l'autre qui a instrumentalisé celui-là, tout ça pour se justifier. Il y en a qui trouvent leur compte. Ils sont là, ils sont... Bon. Je crois que toi, on était là, on a travaillé ensemble dans la presse. Vous avez vu
comment les gens sont là. Aujourd'hui, ceux qui ont été à côté du maréchal, qui nous ont accompagnés, ceux-là refusent de rencontrer les autres, alors qu'ils peuvent avoir d'autres informations. Si un acteur politique n'a pas de valeur, pourquoi on lui autorise de l'exercer? Le strict minimum, c'est d'aller vers lui. Maintenant, en dehors de sa formation politique, l'État doit l'instruire et les réquisitionner pour lui donner une mission. Oui. Mais personne ne regarde personne. Ceux qui sont là, ils trouvent les autres à mes rangs. Bon, chacun a son honneur, sa fierté. Donc moi, je crois que le problème tchadien, là, c'est un problème de dialogue. Oui. C'est un problème de dialogue. Il y en a qui se règlent des problèmes. Quand ils ne veulent pas de quelqu'un, ils vont dire, c'est celui-là qui a fait ça, parce qu'ils instrumentalisent, ils trouvent toutes les formules. Mais c'est normal. C'est quand on vient informer quelqu'un d'une situation, ou parfois l'autre est innocent, mais c'est dommage. Il n'y a pas d'investigation, il n'y a pas de machin. Et en plus, ajoutant à celui-là, c'est l'injustice aussi. Il faut se dire la vérité. À cet âge, il faut dire la vérité. Quand tu essaies de frustrer quelqu'un et de faire de l'injustice flagrante, c'est normal qu'il réagisse. Et dans le passé, il y avait quand même des canaux de passage. Oui. Les couloirs de transhumance. Oui. Les gens habitaient. Mais maintenant, si un commandant de brigade, il est là, il croit que l'autre n'a pas droit à la vie, il essaie de machin. C'est ça le problème. Et là, il faut utiliser les gens qui sont à côté, les gens qui mobilisent. Les différents acteurs. Les acteurs politiques. Oui. Et pourquoi pas les associer, et les impliquer. Pourquoi? Donc, cette situation, nous sommes tous responsables. C'est un problème. Donc il faut nous appeler. Monsieur le Président, Electron TV en tant que chaîne citoyenne organise cette semaine une série de débats axés uniquement sur le conflit intercommunautaire. L'objectif, c'est de recueillir l'avis des différents acteurs. Et ce soir, vous êtes là avec nous, effectivement, pour chercher donc à recueillir les différentes propositions pour apaiser la situation. Vous, en tant qu'ancien de l'ancienne génération, voilà, j'allais dire, vous êtes aujourd'hui un haut cadre de ce pays. Vous avez été ministre, vous avez travaillé aux côtés du chef de l'État également. Quelles sont vos propositions concrètes pour aider à apaiser la situation? Moi, ma proposition, c'est que premièrement, il ne faut pas que ceux qui gouvernent écoutent les autres. Parce que dans cette situation, il y a des gens qui veulent se faire de la place. Et il faut qu'ils détruisent les autres. Quand tu as un compatriote, c'est comme un chef d'État, c'est comme un père de famille. Les enfants, ils commettent des bêtises et tu les pardonnes, tu les décapites pas. Quand il y a une situation, il faut qu'il y ait une situation pour que la personne pardonne X. Mais seulement quand les gens viennent t'encourager pour dire non, celui-là, il faut en finir avec lui, mais vous allez finir avec tout le monde. C'est pas normal. Moi, je crois que le chef d'État doit interpeller son médiateur qui n'a que ce rôle pour veiller à ce qu'il y ait un conflit quelque part. Et il est acteur, il était l'ancien acteur qui a toujours dit, parfois il a même tissé des choses. Maintenant, il faut qu'il essaye de faire appel aux autres, même en dehors du machin, pour que les gens puissent quand même essayer de chacun de son côté. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que je fais? On ne m'a pas interpellé, on ne m'a pas associé. Qu'est-ce que vous voulez que je... Si aujourd'hui tu fais quelque chose, tu dis, ah, celui-là est en train de tisser des gens ou des machins, d'instrumentaliser. Alors, ce n'est pas sérieux. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le médiateur seul suffit? Quelle sera donc la contribution de vous, les cadres politiques, la société civile et les autres également pour pouvoir mettre ensemble toutes les énergies possibles? D'abord, il faut valoriser les acteurs politiques, valoriser les médias, laisser les gens librement discuter, débattre. Et ça leur permettra, on peut dire des choses. Et à partir de maintenant, s'il n'y a pas un débat contradictoire, comment voulez-vous que les choses parlent? Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faut organiser un forum axé sur le conflit intercommunautaire ou bien un colloque? Non, j'ai dit, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des sages, à partir des chefs de canton et tout ça, qu'il y ait quand même de consultations générales. Désigner chaque chef de parti ou quelqu'un qui a de l'influence sur l'influence. Essayer de sensibiliser les gens. Un comité de sensibilisation pour réunir les différents acteurs. Voilà, réunir les différents acteurs. Et d'abord, ce que tu veux envoyer là, il faut le valoriser. Mais aujourd'hui, je crois que nous sommes 1000 chefs de partis politiques.
qui nous ne représentons pas un tel parti. Le seul parti qui dit qu'il est important, c'est le MPS. Lui-même, il dit qu'il n'y a pas d'autre. Mais pourquoi il y a une concurrence? Pourquoi il y a la démocratie? La démocratie veut que les gens débattent et expriment leurs raisons. Aujourd'hui, tout commençait, tu te rappelles, on s'est débatté au temps de Maréchal, on débattait, personne n'a été inquiété. Mais maintenant, tout le monde est inquiet. C'est quoi cette vie-là? Voilà, M. Ibrahima Koulamara, nous sommes arrivés à la fin donc, de notre entretien. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des différents acteurs? Pour les acteurs, je crois qu'il faut que les responsables invitent, bon, pas un forum, mais en apartheid, demander à un ou deux qui a eu des idées, les enfants des régions, pour voir les raisons, pour pouvoir quand même simuler quand même une rencontre et ne pas dire celui-là a tort, mais si la faute est là, elle est là. Maintenant, il faut comment faire pour que la prochaine fois, là, il n'y aura pas de fête. Mais ça, il fallait d'abord émettre. J'interpelle, j'invite le chef de l'État de penser qu'il a en face de lui pas des ennemis, mais des concurrents qui veulent aussi apporter leur contribution. Maintenant, il faut qu'il les invite, il les demande, même sans faire de forum. On peut prendre quelqu'un en apartheid de lui, demander son avis. Et lui, il est trop chargé. Son premier ministre a toujours sa porte fermée. Lui qui a été tout le temps à côté, où il connaissait ce que le marché faisait, il ne recevait pas les gens. Quelqu'un qui veut te voir, mais tu veux gérer, tu n'as pas besoin d'informations, tu n'as pas besoin des gens qui sont là, tu les minimises. Mais c'est normal. C'est normal. Votre mot de fin, Monsieur le Président? Moi, mon mot de fin, c'est que je crois qu'il fallait qu'on revienne. Oui. Nous sommes tous conscients que cette situation ne doit pas perdurer. Oui. Et il ne faut pas qu'il y ait toujours de sang. Le sang entraîne le sang, ce n'est pas une très bonne chose. Il faut que les gens réfléchissent. Comment résoudre ça? Et ça ne peut se résoudre qu'avec les acteurs politiques. Tout à fait. Ils sont reçus autant responsables que tout le monde. Oui. Et en même temps, il faut que le chef d'État soit un homme, un père, un pardonneur. Il ne faut pas qu'on lui dise celui-là, il faut le décapiter, il le décapite. Non. Il ne faut pas qu'il décapite. Mais bon, moi, je plaide ici, je demande à ce qu'on libère Masra. C'est un acteur politique potentiel, c'est la seconde personnalité. Quelqu'un qui a fait des preuves. Aujourd'hui, tu navigues avec des gens qui ne représentent rien. Ils n'ont rien. Celui-là représente quelque chose. Si les gens sont méchants pour le... Bon, s'il y a une faute, qu'on laisse faute normalement, mais d'une manière polie. Hein? Parce que, c'est-à-dire, la haine engendrant la haine, et ça ne peut pas se résoudre. Vous voulez que les acteurs politiques qui ont des parents qui sont là, ils sont malmenés, comment les autres parents peuvent suivre? Il faut trouver des catalyseurs. Ça, c'est mon chef. Et que le chef de l'État interpelle son médiateur, lui confie la mission de faire cette mission-là. Voilà, merci, vous avez parlé donc à cœur ouvert. Non, mais merci. Nous autres, on nous invite, on dit ce qu'on pense. Hein. Tout à fait. À cet âge, à plus de presque 80 ans, tu vas avoir peur de quoi? C'est ce que nous voulons d'ailleurs. Merci donc de répondre à toutes nos questions et d'être là avec nous ce soir. Moi, je suis très content. Seulement, j'étais même surpris que vous appelez les gens parce que vous-même, vous avez pris un autre chemin. Vous êtes étouffé. Pas du tout, et là, il faut que le pouvoir vous laisse travailler. N'ayez pas peur. Si vous ne ramenez pas les informations, les débats contradictoires, comment ils peuvent gérer les choses? Comment ils peuvent connaître la valeur des gens? Comment ils peuvent connaître la colère? Monsieur le Président, vous êtes un habitué de la maison, vous serez toujours la bienvenue. Non, mais de toutes les manières, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Allez, nous comptons donc sur vous pour la prochaine fois. Non, nous, ce que nous voulons, c'est d'aider les gens, de sensibiliser les gens, mais avec beaucoup de dignité, du respect. Mais nous ne serons pas quand même de faire valoir. Merci. Ok, merci. Voilà, merci Monsieur le Président Ibrahima Koulamara. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.